Et what's up les bergers? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet épineux avec la question du partage de la dissuasion nucléaire française. Alors, vous verrez pour le terme partage, mais ce n'est pas tout à fait ça. Avant de commencer, je vous ai demandé de répondre à la question suivante. La France doit-elle étendre sa doctrine de dissuasion à d'autres pays européens? Et oui, j'ai fait une faute d'orthographe et je m'en excuse. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps de voter, et certains même de commenter. Ainsi, voici les résultats, avec un non à 60%. Le plus intéressant dans ce que je vais analyser, ce sont vos réponses, puisque vous vous doutez que cette question et ce choix de formulation de ma part ne sont pas un hasard. En effet, vous avez été nombreux à employer les termes suivants, à savoir partager ou prêter. Pour la grande majorité, prêter ou partager l'armement nucléaire français est inconcevable. En effet, cela suppose un partage physique, c'est-à-dire prêter une arme nucléaire à un autre pays européen, comme c'est par exemple le cas avec les États-Unis et le système de double clé. Cependant, si vous relisez ma question, je n'ai jamais parlé de partage d'armement nucléaire français, mais d'extension de sa politique de dissuasion. C'est peut-être subtil, mais cela a son importance. C'est ce qui est arrivé à Thierry Breton, membre de la Commission européenne, qui a abordé le sujet sur LCI. Celui-ci a expliqué qu'il souhaitait un texte européen sur l'armement nucléaire dans le cadre de la défense européenne. Aussitôt le sujet abordé, LCI a fait le raccourci dans sa bannière qu'il souhaitait alors un partage de l'armement nucléaire français. Thierry Breton va alors demander à la chaîne de retirer cette bannière, arguant qu'il n'a été aucunement question de cela. Mais le mal était déjà fait, et certains politiques se sont rapidement emparés de la polémique. Bon, alors ça n'a pas non plus fait les gros titres des journaux, et pour cause, cela s'est passé en juin 2024, au moment des législatives, donc c'est passé au deuxième voire même troisième plan. Mais cela montre que le sujet est très sensible et que les raccourcis peuvent vite se faire si le débat n'est pas bien abordé. Si de mon côté j'aborde ce sujet, c'est tout simplement qu'il se tisse de plus en plus en toile de fond. Le président Macron a déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises au cours des années, mais la situation géopolitique est en train de changer. Il est fort à parier que la guerre en Ukraine va trouver une conclusion en 2025 et que l'après est à préparer d'une manière ou d'une autre avec une défense européenne qui va être au centre des préoccupations. La France, de son côté, peut-elle jouer un rôle et de quelle façon avec sa dissuasion nucléaire? Nous allons aborder tout cela. Alors, avant de commencer, je précise aussi que mon but dans cette vidéo ne sera pas de vous convaincre de si oui ou non la France doit étendre sa dissuasion à l'Union européenne, mais bien de vous expliquer pourquoi cette question revient de plus en plus dans le débat. Je vais vous exposer des pistes, des réflexions, les avantages et aussi les inconvénients. Voilà, je tenais tout de même à poser le cadre afin de détendre l'atmosphère. Sur ce, c'est parti. Dans les précédentes vidéos, j'avais abordé de temps à autre le changement de discours subtil d'Emmanuel Macron sur la doctrine de la dissuasion nucléaire française, qui devrait être européen selon lui. Depuis l'élection de Donald Trump, ce discours revient de plus en plus dans le débat public français. Alors, quelles sont les raisons qui poussent de plus en plus de déclarations sur une possible substitution au bouclier américain par la France, voire même la Grande-Bretagne? Alors pour certains, ces sujets-là, je les ai déjà abordés, pour d'autres, ce sera nouveau. Le point de départ, et vous vous en doutez, est évidemment l'élection de Donald Trump, qui amena à une inquiétude majeure parmi les pays européens, suite aux déclarations du candidat républicain pendant la campagne. En effet, il a menacé ouvertement de retirer la protection américaine au pays, ne déboursant pas assez pour assurer sa propre défense. Il exigera ainsi un effort à 3% du PIB. Seuls 4 pays européens respectent cet objectif, la Grèce, l'Estonie, la Lettonie et la Pologne, et 5 membres de l'OTAN, je précise, sont sous cette barre, à savoir l'Espagne, la Slovénie, le Luxembourg, la Belgique, et aussi le Canada et l'Italie. Bon, alors pour le moment, on est à 3%, mais dernièrement, il y a quelques jours, Donald Trump a déclaré que ça sera 5% du PIB. Bon, j'étais en train de faire une vidéo sur les 3%, maintenant il va falloir que je refasse une vidéo sur les 5%. Bref, on verra un petit peu ce qu'il en est, parce qu'il change souvent d'avis quand même. Évidemment, concernant l'aide américaine à l'Ukraine, un arrêt est à prévoir une fois l'investiture de Donald Trump en janvier, laissant entrevoir une victoire russe sur la base des gains territoriaux. Le principal problème reste que les discours fragilisent la position de l'OTAN, la remise en cause de l'engagement américain envers l'Europe, l'abandon probable de l'Ukraine par les Américains malgré le mémorandum de Budapest qui garantissait l'intégrité du pays, affaiblissent la posture de l'OTAN face à la Russie.
Justement, du point de vue russe, les revirements américains sur tous ces points peuvent encourager Moscou à appliquer la même méthode que pour l'Ukraine, mais cette fois-ci sur les pays baltes, s'inquiétant d'un prochain conflit dans cette région. Est-ce que Donald Trump assumerait un conflit nucléaire pour des pays comme l'Estonie ou la Finlande si les États-Unis n'engagent pas de troupes conventionnelles car il jugerait cela trop cher pour son pays? Cette question-là doit sans doute se poser du côté de Vladimir Poutine et des élites russes. En réalité, le mal est déjà fait sur la posture dissuasive de l'OTAN, reposant uniquement sur le vecteur nucléaire américain. Et c'est en cela que depuis le 5 novembre, on observe un changement de discours parmi tous les pays européens. Mais c'est bien sûr sur ce bouclier américain que l'OTAN s'est en grande partie construite, mais aussi l'Union européenne. Une remise en cause de cette sécurité européenne aura des conséquences au-delà même de sa défense, puisque chaque pays décidera de ses intérêts une politique garantissant sa sécurité, pouvant entraîner à terme une remise même en question de l'Union européenne même. Vous pensez que c'est peut-être une vision extrême, mais avouez que cela est tout à fait possible dans la décennie qui vient. Maintenant, soyons un peu optimistes et prenons le contre-pied. Imaginons que certains pays européens décident de s'allier pour pallier le manque de protection américain. Malgré cela, même avec une économie puissante et des armées conventionnelles fortes, ils ne pourront faire face à une nation dotée, par exemple de la Russie, d'une dissuasion, et je parle bien de dissuasion, pour neutraliser la menace nucléaire de l'adversaire. Évidemment, dans ce contexte d'incertitude depuis l'élection de Donald Trump, les regards se tournent alors vers les deux seuls pays du continent aptes à disposer d'une dissuasion propre, la France et la Grande-Bretagne. Alors, je sais que certains se posent la question pourquoi la Grande-Bretagne? Elle ne fait certes pas partie de l'Union européenne, mais elle est sur le continent européen, donc ça la concerne un petit peu quand même. C'est dans ce contexte qu'intervient aussi l'interview de Thierry Breton, pour qui il serait nécessaire d'envisager une extension de la dissuasion en Europe et faisant référence surtout à la dissuasion française. Alors, d'un point de vue capacitaire, la France a le nombre de têtes nucléaires suffisantes pour protéger l'Europe face à la Russie. Et là, je vois encore certaines personnes doutant d'un face-à-face à la Russie au niveau nucléaire, je parle. Alors si au niveau d'une armée conventionnelle, nous pouvons parler de rapport de force et de nombre, en ce qui concerne la dissuasion nucléaire, il nous faut parler alors de seuil. La Russie possède tout de même 6000 têtes nucléaires et 2000 vecteurs. Comprenez par là comment sont envoyées les têtes, par exemple depuis un SNLE, depuis un chasseur ou des silos de lancement, soit 50 fois plus que la France. Mais à chaque instant, la France dispose de 1 voire 2 SNLE armés chacun de 16 missiles M51.3 comportant eux-mêmes 6 têtes nucléaires de 110 kilotonnes avec des véhicules de rentrée atmosphérique indépendants. A noter aussi que 2 escadrons de Rafale armés de 50 missiles de croisière supersonique ASMPAR avec une tête de 300 kilotonnes. En ayant toutes ces informations, la France peut en riposte frapper une centaine de grandes villes russes. Évidemment, la Russie détruirait la France, mais les dommages subis en Russie seraient bien supérieurs aux bénéfices d'attaquer la France ou même d'envahir des pays européens. Ce principe de stricte suffisance fut au cœur de la création et de la continuité de la dissuasion française, apte à défendre efficacement le pays ou tout autre territoire où la France serait disposée à utiliser son armement nucléaire. Cependant, pour mesurer l'efficacité de la force de frappe nucléaire française, il ne faut pas seulement mesurer la puissance de destruction de son arsenal, mais surtout sa volonté ferme d'utiliser ses armes pour défendre ses intérêts stratégiques. Cette volonté permet de neutraliser toute volonté agressive contre la France. C'est le principe même de la dissuasion. Pour exemple, un discours choc de la politique de dissuasion française récente fut le cas de Jacques Chirac en 2006 à la base de l'île Longue, qui d'ailleurs avait même pris l'état-major de cour. En effet, celui-ci a énoncé qu'il pourrait y avoir des représailles non conventionnelles face à un État qui serait derrière des opérations terroristes et face au pays qui s'en prendrait aux approvisionnements stratégiques français. Il a ainsi redéfini les intérêts vitaux de la nation tout en restant vague quand même sur la limite fixée en cas de ce qu'est une attaque terroriste contre la France. Dirigeants d'État qui auraient recours à des moyens terroristes contre nous, tout comme ceux qui envisageraient d'utiliser d'une manière ou d'une autre
des armes de destruction massive doivent comprendre qu'ils s'exposent à une réponse ferme et adaptée de notre part. Et cette réponse peut être conventionnelle, elle peut aussi être d'une autre nature. Alors, est-ce que Jacques Chirac aurait été capable d'appuyer sur le bouton rouge? C'est une bonne question, sans réponse, mais n'est-ce pas là que réside le principe de dissuasion nucléaire? Au vu de tout ce constat, nous pouvons comprendre que la notion de partage résumée par LCI n'est pas en adéquation avec la notion de dissuasion. On comprend mieux pourquoi Thierry Breton a demandé à supprimer cette phrase résumée par LCI. Pour qu'il y ait un partage de la dissuasion, il faut qu'elle soit définie par deux piliers, à savoir le partage de la décision et celui de ses vecteurs, qui, au final, ne seront nullement applicables dans le réel. En effet, pour que la dissuasion puisse être efficace, il faut qu'elle s'impose comme une réalité possible au regard de l'adversaire, d'où le fait que la décision dépende soit d'un nombre très réduit de personnes, voire même d'une seule personne. Dans aucun des pays dotés d'un arsenal nucléaire, la décision ne passe par des instances représentatives comme l'Assemblée nationale, pour la très bonne raison que cela réduit significativement le temps de réaction, alors que la décision d'une riposte doit être prise en quelques minutes. En France, c'est bien évidemment le président de la République qui est le seul décideur. Maintenant, imaginez une extension de la dissuasion à l'Europe. La capacité de décision en serait alors catastrophique, sans compter aussi la perte de souveraineté décisionnelle de la France. Enfin, nous avons le partage des vecteurs qui peut être pensé comme un modèle comparable à l'OTAN. Pour autant, il y a des différences. En effet, si les avions de combat de plusieurs pays comme les Belges, Italiens ou Allemands sont qualifiés pour le transport de la bombe B-61, la décision de son emploi reste uniquement sous contrôle du commandement de l'OTAN, qui est évidemment sous un contrôle purement américain, avec aussi la désignation des cibles, mais aussi la possibilité d'armer les armes nucléaires. Vous l'aurez compris, la dissuasion mise en œuvre au sein de l'OTAN n'apporte aucune garantie sécuritaire ni de décision aux pays adhérents. Ainsi, la notion de partage est impossible à appliquer entre la perte de souveraineté en matière de décision et la complexification des vecteurs. Cependant, rien n'empêche la France et la Grande-Bretagne de modifier leur doctrine de dissuasion à l'ensemble de l'Europe en étant en complément, mais aussi indépendant de la dissuasion américaine au sein de l'OTAN. Au niveau des moyens, la France, voire même le couple franco-britannique, a largement les moyens opérationnels pour protéger l'ensemble du territoire européen, avec en tout 8 SNLE Vanguard et Triomphant, sans compter les 2 escadrons de Rafale qualifiés pour l'arme nucléaire. Au final, l'efficacité de la dissuasion européenne ne sera uniquement liée que par la conviction et la détermination de la France et de la Grande-Bretagne à défendre l'intégrité du territoire européen par des discours dans le temps et au-delà des partis politiques. Et c'est ce point-là qui peut convaincre les pays à adhérer à ce modèle et dissuader la Russie ou toute autre menace potentielle. Alors au-delà de cela, pourquoi aussi les pays voudraient y adhérer? En réalité, l'Europe et la France sont à la croisée des chemins. Nous avons d'un côté Donald Trump qui remet en cause l'intégrité même de l'OTAN, qui veut remettre aussi son pays au centre de ses préoccupations, avec sans doute une politique plus isolationniste à terme, et de l'autre, nous avons Vladimir Poutine, ne cachant pas ses appétits pour d'autres territoires comme les pays baltes, menaçant régulièrement l'Europe de frappes nucléaires. Cette déstabilisation et cette volonté de fragiliser l'Europe, que ça soit d'un côté ou de l'autre, mais avec des objectifs bien différents, peut être une aubaine pour l'Union européenne d'être indépendante des décisions outre-Atlantique et de se renforcer autour d'une dissuasion franco-britannique. Alors je sais, les Anglais, comme je vous ai dit, ne font plus partie de l'Union européenne, mais ils sont malgré eux sur le continent européen, et tout affrontement pourrait malgré tout les affaiblir de par le positionnement géographique. Je ne suis pas apte à répondre à cette question pour eux, mais ils devraient se poser la question de où se trouve leur intérêt économique. Pour nous, Français, cela peut être aussi un formidable élan pour de nouveau être l'un des moteurs principaux de l'Europe et faire entendre notre voix et aussi la respecter. En effet, la France peut revenir au centre de la scène européenne, voire même internationale. En garantissant l'intégrité européenne, la France pourrait enfin revenir au premier plan en matière de diplomatie
et être de nouveau indépendante dans la prise de ses décisions. Je sais que beaucoup d'entre vous sont attachés à une certaine grandeur de la France, y compris celle de De Gaulle, qui a fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir une puissance nucléaire et militaire indépendante, avec la volonté d'une troisième voie se plaçant à l'époque entre l'URSS et les USA. Je vous rassure, je suis aussi de cet avis. Mais la situation géopolitique et économique sont en plein bouleversement, avec de nombreuses crises à venir, et la France devra tôt ou tard revoir sa position, quitte à prendre les devants et être l'artisan de l'Europe de la défense, tout en gardant son indépendance. Ces deux notions, qui peuvent sembler opposées, peuvent en réalité être tout à fait complémentaires. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, ça me fera extrêmement plaisir, je lirai vos commentaires, et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.